Sans les pouvoirs de Superman, sans la cape de Batman. Juste une paire de skis. Cet homme du 21e siècle, lancé à plus de 100 km/h, défie l'instinct de survie. Pourtant, c'est ce même instinct de survie qui poussait nos ancêtres à inventer les skis. Seulement 2 planches qui ont changé la vie de millions d'êtres humains. L'épopée du ski s'écrit depuis la nuit des temps. Contrairement à ce qu'on pourrait penser comme ça de prime abord, le ski, c'est pas une invention moderne. L'idée d'avoir des planches sous les pieds, 1 ou 2 bâtons pour se tenir, elle date donc de plusieurs milliers d'années avant notre ère à nous. Et donc on a retrouvé des skis qui correspondent de façon scientifique certaine à 4 ou 5 000 ans. Les plus vieux skis exhumés à ce jour ont été retrouvés dans des marais en Suède. On a pu les dater grâce au carbone 14. Ils ont 5200 ans, donc plus anciens que les pyramides d'Égypte. On n'a pas retrouvé de ballons de football fossilisés. Par contre, on a retrouvé des skis un peu partout dans le monde, là où il y avait de la neige. Donc on peut imaginer que dès que l'homme a marché sur ses 2 jambes et qu'il vivait dans un terrain enneigé, il a utilisé des skis. On peut imaginer que le ski est aussi vieux que l'être humain. Le ski serait né il y a au moins 10 000 ans, dans ces montagnes, en Mongolie. C'est du moins ce que revendiquent avec fierté les peuples nomades de cette région. Les peintures rupestres de cette grotte en seraient la preuve. Selon eux, ce sont bien des skis qui sont dessinés au pied de ces personnages. Certains scientifiques approuvent, d'autres doutent. Le mystère plane encore. Les skis utilisés par les hommes préhistoriques sont encore fabriqués à l'identique par ces nomades mongols. Les descendants de ces premiers skieurs refont les gestes ancestraux, transmis de génération en génération. Deux longues planches de bois que l'on recouvre de peau de renne, simplement fixées au pied par des lanières. Chaque hiver, les nomades organisent des courses traditionnelles pour réaffirmer leur origine. Mais les peuples de Mongolie ne sont pas les seuls à revendiquer cette paternité. Des skis fossilisés et des peintures rupestres ont également été retrouvés dans d'autres régions d'Asie centrale, de Russie, des pays baltes et de Scandinavie. Dès le Moyen Âge, on trouve des représentations de skis dans les livres. En 1555, un ouvrage montre pour la toute première fois des gravures de skieurs. Son auteur, un archevêque et historien suédois, Olaus Magnus, retrace le quotidien des peuples nordiques. On y découvre que les skis étaient déjà utilisés par les soldats norvégiens pour faire la guerre. Mais selon l'archevêque, les skis servaient avant tout à traquer le gibier.
Il commente ainsi ses gravures. Les habitants des régions polaires, tant hommes que femmes, poursuivent les bêtes féroces avec une vitesse telle que parfois, ils les dépassent. Le ski a permis à des êtres humains d'évoluer sur la neige de façon rapide pour chasser, donc pour survivre, de suivre et de s'occuper de ces troupeaux. Sinon, ça aurait été totalement impossible. Alors, il y a des raquettes, mais les skis sont beaucoup plus rapides. Il n'y a pas si longtemps, les peuples du Nord avaient toujours besoin de ces planches de bois pour pouvoir vivre dans les régions enneigées. C'était un instrument de survie. On peut même dire que si nous existons aujourd'hui, c'est grâce au ski. Parce que si certains de nos ancêtres n'avaient pas été capables de survivre grâce au ski, eh ben nous, leur descendance, on n'existerait pas. On peut en effet imaginer que par le jeu des migrations, nous portions tous quelques gènes de ces premiers skieurs. Car il est vrai qu'il y a 10 000 ans, la neige recouvrait encore une partie importante de l'Europe. Si ces hommes ont pu survivre grâce au ski pendant des millénaires, il faut attendre le 19e siècle pour qu'ils imaginent les utiliser autrement. Celui qui va ouvrir la voie, c'est le Norvégien Fridtjof Nansen, un brillant scientifique de 27 ans. Il a une idée fixe, traverser une terre encore totalement inconnue, le Groenland. La traversée se fera d'est en ouest, avec du matériel léger. Mais personne n'y croit. Il est complètement fou, s'exclame-t-on. Nansen, lui, affirme « Il y a toujours un moyen de faire ce qui doit être fait ». Et la pièce maîtresse de son plan, ce sera les skis. Le ski, c'est un peu comme la fusée qui a permis d'aller sur la Lune. C'est l'outil qui a permis à Nansen de traverser le Groenland à une époque où c'était évidemment perçu comme totalement impossible. Et le 15 août 1888, il s'élance avec ses compagnons. Ils tractent leur traîneau léger, montés sur ski. Pendant 49 jours, ils affrontent en totale autonomie 450 km de calottes glaciaires crevassées. Ils impriment dans leur tête ces paysages jamais vus par aucun homme. Et surtout, ils accumulent les relevés topographiques et géologiques. Leur retour triomphal stupéfait leurs compatriotes. C'était vraiment un personnage assez flamboyant qui va évidemment médiatiser cette expédition avec un livre qui va faire le tour du monde, qui va être un best-seller à l'époque et qui va populariser l'image du ski. En publiant la première traversée du Groenland, Nansen révèle au monde les secrets d'une terre qui, sans les skis, n'aurait pu être découverte. La méthode qu'il a mise au point est à la fois si simple et si géniale qu'elle se révèle être la clé pour atteindre les deux pôles. Aujourd'hui encore, les aventuriers de l'extrême l'utilisent pour continuer de sonder notre planète. À la fin du 19e siècle, grâce à Nansen, ces longues planches de bois se popularisent jusque dans les Alpes. L'hiver, entre la France, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche, des milliers de kilomètres de frontières sont rendus inaccessibles par la neige. Impossible pour les chasseurs alpins de les surveiller.
Dans les Alpes françaises, au fin fond de son poste de montagne, le capitaine Clerc s'apprête à hiberner à Briançon. Sa femme lui offre alors une paire de skis dénichés à Genève. Elle ne le sait pas encore, mais ce cadeau inattendu va changer la vie des militaires. Séduit, le capitaine fait équiper son régiment. Fini les longues pauses hivernales, lui et ses hommes vont pouvoir patrouiller le long des frontières enneigées. Bientôt, dans toutes les Alpes, les régiments alpins s'équipent. La notoriété des hommes du capitaine Clerc est à son comble. Ils sont invités à se mesurer aux chasseurs alpins suisses et italiens. « 1907, c'est l'explosion quelque part du ski, puisque c'est la première compétition qui a été organisée. La presse est conviée, et pas seulement la presse, du reste, des gens qui viennent voir, et qui voient ça, et qui trouvent que c'est rigolo. Rigolo, c'est un mot qui est pas habituel en montagne. La montagne, c'était un endroit sacré. Il y avait une initiation. N'importe qui. D'abord, les femmes n'allaient pas en montagne. Les femmes avaient autre chose à faire. Les hommes, et les hommes courageux en montagne. Et tout d'un coup, des gens qui avaient jamais mis les pieds en montagne. On dit, mais ça c'est bien, mais j'ai envie. J'ai envie de m'amuser. Donc on est passé du ski utile au ski futile. On n'a pas honte de le dire. Le ski, c'est d'abord un instrument de plaisir. Ja, das Tempo. Definitiv. Also die Geschwindigkeit, das Tempo, schnell von A nach B zu kommen, draußen zu sein, der Wind, der um die Ohren zischt. Il y a un côté magique, il y a une énergie, il n'y a pas de moteur, il n'y a rien, ça va vite, ça avance, c'est fascinant. Dann wirklich das Flow-Gefühl spürt, also das ist dann schon das Nonplusultra. Le plaisir de la vitesse sans la lourdeur de l'effort. Le XXe siècle commence à peine. Les vacanciers qui s'initient au ski ne sont encore qu'une poignée. La Suisse est un de leurs premiers terrains de jeu. À Davos, on retrouve le célèbre auteur de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Avec son épouse Louisa, il dévale allègrement les pentes de la station. L'écrivain et chroniqueur partage avec ses lecteurs les sensations que lui procurent ces deux étonnantes planches de bois. Extérieurement, une paire de skis ne présente en soi rien d'extraordinaire. Et personne ne peut imaginer à première vue la nature de leur pouvoir magique. Tu approches, comme aucun être humain, le sentiment de voler. Les femmes, après ça, ont pris le relais. Elles aussi ont voulu se faire plaisir. Et donc, elles aussi ont pris le droit de chausser des skis. Les skis servent de tremplin à l'émancipation féminine. Sur la neige, les femmes investissent un nouvel espace de liberté à l'unisson avec le mouvement féministe naissant en Europe. Dès les premières compétitions,
Elle s'empare du droit de concourir, fait exceptionnel dans l'histoire du sport. Avant 1920, les femmes ont leur grande robe, leur beau chapeau. Évidemment, elles n'avaient pas tous les droits. Elles avaient le droit d'aller en montagne, mais certainement pas d'enlever leur robe. C'est sans compter l'audace d'une certaine Marie Marvin, une aventurière hors norme. À la fois aviatrice, alpiniste, inventrice, journaliste. Alors qu'elle chausse ses premiers skis, cette femme refuse de s'encombrer de jupons. En lançant une nouvelle mode, Marie Marvin se fait influenceuse avant l'heure. C'était une des toutes premières femmes, peut-être même la première, à oser aller sur les pistes de ski en pantalon et à avoir encouragé les femmes à faire comme elle en disant « mais laissez l'élégance de côté. Ne vous embêtez pas avec des toilettes qui vous embarrassent. » Et puis progressivement, les femmes se sont costumées en hommes et ont commencé à faire du ski aussi bien, voire mieux que les hommes. Pour beaucoup, une femme reste une femme. Et ces Amazones aux comportements transgressifs, si curieusement chaussés, débrident l'imaginaire de ces messieurs. Le plaisir avait une connotation de péché. Prendre du plaisir, où que ce soit et avec qui que ce soit, à l'époque, c'était quand même un peu coupable. Les skis, ce n'est pas très catholique, s'exclame le clergé. Pourtant, en 1908, le curé de Sarcenas s'y adonne avec volupté. Malgré les blâmes de sa hiérarchie, il revendique son amour pour ces objets du délice. C'est le démon du plaisir qui m'a tenté. Ah, mes bons skis, je ne les laisserai pas médire de vous. Je vous sens encore à mes pieds, fermes et doux. Vos élans soudains, vos caprices, la pression fugitive d'une inclinaison du corps, la fantaisie d'un désir à peine conçu. En effet, comment résister aux tentations qui se font de plus en plus grandes? Car bientôt va s'ouvrir l'ère du plaisir sans effort. Entre les deux guerres, l'imagination est de rigueur pour aider les sportifs en herbe à se hisser en haut des pentes. En taco, à vélo, à moto. Plus que jamais, le ski, c'est rigolo. Dans les années 30, d'astucieux montagnards améliorent un peu la technique. Enfin, victoire. Un ingénieur suisse met au point le premier tire-fesse qui va faire sensation à Davos. En 1934, plus de 60 000 vaillants skieurs sont tractés par cet engin qui produit du bonheur à la chaîne. Puis d'autres inventeurs déposent de nouveaux brevets, de plus en plus audacieux. Désormais, les skieurs en goguette ont l'embarras du choix pour atteindre sans peine les sommets enneigés. Ça, c'est la vraie invention du sport d'hiver. En fait, grâce aux montées mécaniques, on enlève tout ce qui est un peu pénible, fatigant, difficile et technique dans le ski, et on ne garde que le plaisir de la descente. Qui dit plaisir de la descente, dit expérience de la chute.
Et à ski, c'est tout un art. À ce moment-là, il n'y a qu'un seul type de ski, c'est le ski nordique. On a le talon qui se lève. Donc, il faut l'adapter au terrain alpin. Il faut l'adapter aux pentes. Et là, il y a quelques acharnés qui vont l'adapter, le modifier, en fixant le talon sur le ski. Ça, c'est Hannes Schneider qui va le faire. Hannes Schneider est un Autrichien natif de l'Arlberg. En 1907, ce fils de fromager ouvre la toute première école de ski. Il n'a alors que 17 ans. Hannes Schneider, lui, il a une place particulière, en tout cas pour moi, parce que c'est l'un de ceux qui va participer à la grande évolution du ski moderne. Avant lui, chacun faisait comme il pouvait. Au fil des années, Hannes Schneider met au point une méthode. Il codifie les gestes du skieur et c'est révolutionnaire. Le ski était une seule pièce de bois massif, donc c'était pas souple. C'était pas facile à l'époque de tourner. Donc il fallait souvent sauter, s'aider de 2 ou d'un bâton. Le talon fixé sur le ski offre de nouvelles possibilités. Aborder les virages en position de chasse-neige permet de mieux maîtriser la vitesse. Le mode d'emploi de cette nouvelle façon de skier est décrit dans Les merveilles du ski. L'ouvrage de Schneider est traduit dans de nombreuses langues. Cette méthode de l'Arlberg se répand dans les Alpes tout entières. En Allemagne, le pays des champions, son livre devient la Bible des skieurs. C'est dans cette Allemagne que le ski alpin fait son entrée comme discipline olympique aux Jeux d'hiver de Garmisch-Partenkirchen en 1936. Adolf Hitler compte sur ses skieurs pour faire briller l'excellence allemande aux yeux du monde entier. Et pour cause, les athlètes germaniques, hommes et femmes, affirment leur supériorité. Ils remportent implacablement toutes les épreuves de ski alpin. Mais à la surprise générale, un jeune Français ravit aux Allemands une place sur le podium. Cet inconnu refuse de faire le salut nazi. L'image va faire le tour du monde. C'est par ce geste plein de panache que l'on découvre Émile Allais. À 24 ans, le fils du boulanger de Megève n'a pas fini de défrayer la chronique. Émile Allais, c'est le skieur français le plus important. Et peut-être même l'un des skieurs au niveau international les plus importants, dans tous les domaines. Le premier domaine dans lequel il s'impose, c'est la compétition. Il remporte tous les titres en 2 ans seulement. Émile Allais, notre champion, fait un parcours absolument éblouissant. Le voici qui, effectuant une course splendide de bout en bout, Émile Allais, demeure champion du monde du combiné. Émile Allais doit aussi toutes ses victoires à ses talents de bricoleur. Il adapte son équipement de manière artisanale et a des intuitions géniales. Nous avions de toutes petites lunettes, il y avait très peu de ventilation et on descendait la moitié de la course avec les lunettes, puis après c'était terminé, il fallait les enlever.
voyez, alors, descendre sans lunettes, c'était quand même un handicap terrible. On ne voyait rien, quoi. Je me suis penché sur ce problème et, enfin, c'était assez simple ce que j'avais trouvé, c'était de mettre 2 lunettes l'une sur l'autre et de les décaler légèrement l'une de l'autre pour donner une ventilation entre les deux. Naturellement, là, c'était gagné. On bricolait aussi nos fixations, on aplatissait les vis, on les limait d'une certaine façon. C'était un travail qui nous prenait des fois la moitié de la nuit. Mais le fringant Émile ne brille pas uniquement par son inventivité. Plusieurs fois champion du monde, il va mettre au point une nouvelle méthode d'enseignement du ski. Place désormais au virage avec ski parallèle. Exit le chasse-neige de Schneider. Quand Hannes Schneider a inventé la méthode autrichienne, raconte Émile Allais, il n'y avait pas de piste damée. Leur technique était valable à l'époque. Je ne veux pas me vanter, mais c'est bien nous qui avons fait le pas en avant. Le ski moderne est né avec le ski parallèle. Toutes les écoles de France se mettent au diapason de cette fameuse méthode Allais. Et c'est Émile en personne qui forme les premiers moniteurs. Au même moment, dans l'Arlberg, les nazis réquisitionnent l'école de ski de Hannes Schneider. Ils accusent l'Autrichien d'être rebelle au régime. En 1939, après un séjour en prison, Schneider s'exile aux États-Unis. Là-bas, ce pionnier du ski dispense sa méthode. Elle va connaître encore de beaux jours, malgré la concurrence de la méthode Allais. Alors que la guerre est déclarée, les familles allemandes se bousculent pour offrir aux soldats leur paire de skis. Un grand élan de patriotisme. Les skis deviennent un équipement essentiel à la guerre. Sur le massif du Mont Blanc, les chasseurs alpins français affrontent les Italiens tout au long de l'hiver 1940. Parmi leurs précieuses recrues figure un certain Émile Allais. Sur le front de l'Est, les soldats russes sont parachutés, avec leurs skis, directement sur le terrain. Eux seuls sont équipés et habitués à skier par moins 30 degrés. Accompagnés par leurs blindés, ils reprennent l'avantage et mettent en déroute les Allemands. La Suisse est épargnée par les conflits, mais reste sur ses gardes. En 1943, pour remotiver les troupes, une course est créée. La patrouille des glaciers. Un parcours de 53 km en haute altitude. Elle va développer au sein de ces régiments de montagne les valeurs de solidarité et de fraternité. Aujourd'hui, cette course mythique a lieu tous les 2 ans. Elle s'est ouverte aux civils de tous les pays. La guerre s'achève et l'histoire du ski ouvre une nouvelle page. Partout dans les Alpes, de modestes villages de plus en plus nombreux se transforment en stations de ski. Même dans les vallées les plus reculées, l'arrivée des skieurs va bouleverser
la vie des montagnards. Les populations locales, c'est des gens qui vivaient encore comme vivaient leurs parents et leurs grands-parents, dans des vallées où parfois il n'y avait même pas l'électricité. Ils avaient des vaches, des cochons, des pommes de terre, des salades. Et on leur dit, dorénavant, vous allez vivre du tourisme. C'est quand même un saut dans l'inconnu, mais ils y sont allés. Où est là, mon petit nous? Allez, debout! Debout, nounou! Allez! Les villageois se retroussent les manches. Pour accueillir les touristes, il faut construire, installer des remontes-pentes, se mettre aux normes du confort moderne. Le métier de cultivateur, c'est fini. Maintenant, depuis que la station s'est faite, les jeunes trouvent à s'employer, soit comme moteurs de ski, soit comme secouristes, et ainsi de suite. L'hôtellerie, surtout, offre de nouveaux débouchés. Plus besoin de descendre dans les villes pour trouver du travail. Et toute génération confondue, on se forme à de nouveaux métiers. Donc c'est des changements de vie qui sont rapides, qui sont fulgurants. Et j'ai peu d'exemples dans d'autres univers où on a connu des passages d'un monde à un autre de façon aussi brutale. Tout un passé de plusieurs siècles qui a fondu très vite au profit d'un espèce d'Eldorado qui était donc cette manne financière. Pour vanter leur charme auprès des citadins, les stations de ski communiquent. Joie, neige et volupté. Dans les rues, dans les gares, le sourire des skieuses invite au voyage. Le bonheur sur ski s'affiche partout. En Suisse, la station de Saint-Moritz fut la première à faire du ski un atout pour attirer les touristes. Un siècle plus tard, Saint-Moritz fait toujours rayonner l'image d'un ski glamour. S'afficher chaussée de ski, c'est chic. La station devient un must des rendez-vous mondains. L'affolante Rita Hayworth, Michel Morgan, l'élégance française, Ursula Andress, la plus suisse des James Bond girls, l'incorrigible séducteur Clark Gable et Winston Churchill, sans son cigare. La relation entre Saint-Moritz et Winston Churchill est assez forte. Et on sait que Winston Churchill est venu plusieurs fois, notamment au Souvretta House, et que des têtes couronnées venaient passer des vacances, mais aussi finalement retrouver d'autres personnes influentes. Et des décisions importantes pour la marche du monde ont été prises dans les salons feutrés de l'hôtel. Parmi les têtes couronnées fidèles de la station, figure même un empereur, le redouté Shah d'Iran, qui aime y mener grand train. Avec moins de paillettes, mais certainement plus d'entrain, des milliers d'enfants quittent pour la première fois leurs parents. Bon, ça y est, tout le monde a son matériel? Ils partent s'initier aux joies du ski avec leurs camarades de classe. À partir des années 50, plus personne ne doit passer à côté des bienfaits de ce sport. Qu'on les appelle camps de ski ou classes de neige, les médecins prescrivent ces séjours comme un remède miracle. Ces parenthèses à la montagne deviennent pour des générations de nouveaux skieurs de belles fabriques à souvenirs. Alors, la première façon, c'est de porter ses skis sur l'épaule. Pour ces enfants, l'hiver va devenir synonyme de ski. Les
camp, hein, une obligation. Oui. En Suisse, le nombre d'écoliers qui participent à des camps de ski au cours de leur scolarité frôle les 100%. Ils peuvent entonner le slogan national « Tous à ski ». Les camps de ski pratiqués en âge scolaire, entre 10 et 20 ans, vont effectivement donner envie à ces jeunes, plus tard, de continuer à skier. C'est avec ces jeunes qu'on espère finalement conquérir les adultes de demain. Pour répondre à la demande grandissante de ces nouveaux skieurs, des stations fleurissent dans les Alpes. Contrairement à la Suisse qui développe ses villages existants, l'État français impulse dès 1964 une vaste politique d'aménagement de la montagne baptisée le Plan Neige. L'État va faciliter la construction de stations de ski intégrées en haute altitude pour créer un tourisme de masse industriel. Et surtout, c'est qu'elles vont être construites à des altitudes où il n'y a pas de village. On va construire des stations de ski ex nihilo sur des terrains vierges d'altitude, avec toutes les difficultés techniques et les contraintes que ça suppose. Il fallait tout faire, il fallait tout construire. C'était pas évident, il fallait vraiment des esprits de pionniers pour inventer une architecture, un urbanisme. Une des stations les plus emblématiques, Avoria, qui surprend par son concept radical. Trois architectes, ils ont en commun la jeunesse, moins de 30 ans. Jean-Marc Roch vous présente son domaine. C'est un peu la Belle au bois dormant. On est arrivé dans un site où pendant un siècle, il n'y avait absolument rien. Puis tout d'un coup, un siècle après, on commence à mettre quelque chose de moderne, c'est-à-dire de contemporain. On peut dire que vous avez essayé de faire une copie d'un sapin, non? Non, je crois que c'était... On ne sait pas si on a fait vraiment une copie. En fait, les choses viennent tellement d'elles-mêmes. C'est l'exemple même d'une architecture organique. Les lignes ne sont pas assez nettes. Bah, c'est pas mal, mais c'est un peu d'avant-garde pour mon goût personnel. Le principe, c'est qu'on puisse passer sa semaine de vacances sans toucher sa voiture dans des immeubles extrêmement pratiques. Alors sur le plan de l'architecture, c'est discutable. Sur le plan de l'urbanisme, c'est brillant. En 1968, 800 millions de téléspectateurs se captivent pour les Jeux Olympiques de Grenoble. Toutes générations confondues, ils se pressent devant leur poste de télévision flambant neuf. Pour la première fois de l'histoire, les Jeux sont diffusés en direct, en couleur et en mondovision. Pour la gloire du sport et l'honneur de nos équipes. On a donc tous les facteurs qui sont présents en même temps pour déclencher un intérêt collectif auprès de la population. Les gens se rendaient même, tantôt chez leurs voisins, tantôt chez un membre de la famille qui lui avait un poste en couleur, pour suivre les compétitions. Tu restes comme là. Ouais, attention, 3. Élargis. Il reste combien de secondes? La star de ces Jeux, Jean-Claude Killy. Avec lui, la popularité de ce sport atteint son apogée. Le monde entier se passionne pour les épreuves de ski alpin. Jean-Claude Killy avec le meilleur temps, 1:59,85. Médaille d'or, Jean-Claude Killy. Jean-Claude Killy décroche les 3 médailles d'or. Jamais avant lui, un skieur n'avait connu une telle notoriété. Il devient une icône internationale. Il y avait un espèce de bouillonnement comme ça. C'était une époque où on voyait le ski dans les magazines, en couverture de Paris Match, aux informations. Le ski était un sport attractif. On avait des stars. Chaque pays a eu son grand champion. Peu après, dans les années 70, c'est la Suisse qui aligne les champions.
Bernard Russy, réservé et studieux, devient la star admirée de tous. C'est comme d'habitude ici. C'est comme hier, quoi. Son grand rival, Roland Colombin, est tout le contraire. Tête brûlée et fêtard. Il y a assez pour qu'on se casse la gueule, quoi. Il collectionne lui aussi les victoires en Coupe du Monde. Leur duel acharné passionne les spectateurs pendant des années. À eux deux, ils écrivent une page mythique de l'histoire du ski de compétition. Et on a un espèce de roman qui se déroule tous les hivers avec un vainqueur à la fin. Suivre les exploits de Kili et des autres, c'est finalement s'intéresser au ski et ça donne envie de pratiquer. Les ventes de skis explosent. 10 millions de paires de skis se vendent chaque hiver dans les années 70. L'usine Rossignol, fondée par un menuisier, devient le plus gros fabricant. Elle fournit près d'un tiers de la production mondiale. Les chaînes de fabrication tournent à plein régime. Adieu les antiques planches de bois, place maintenant aux matières modernes. Fabriquer des skis devient une technique de pointe. Émile Allais, toujours avant-gardiste, met au point pour la marque de nouveaux modèles révolutionnaires, dont le fameux Allais 60 et le mythique Strato. Les skieurs découvrent de nouvelles sensations. À l'horizon des années 80, ici en Suisse, à Crans-Montana, se pressent 50 000 vacanciers au plus fort de la saison. Jamais le ski n'aura fait autant d'adeptes. Jeunes ou vieux, fauchés ou argentés, tout le monde veut sa place sur le tire-fesse. Le développement des remontées mécaniques a été essentiel dans la création du ski en tant que loisir de masse. Finalement, on arrive au maximum de ce que les vallées peuvent accueillir. Les domaines skiables ont atteint, pour certains, 300 km de piste, 50 remontées mécaniques. C'est même difficile, en une semaine de vacances, d'en faire le tour. L'or blanc. L'expression n'a jamais aussi bien porté son nom. Au début des années 80, le ski alpin classique est arrivé au sommet de sa popularité. Mais un vent contestataire se lève. Le ski, figé par son succès, n'a pas évolué depuis des années. Les jeunes revendiquent désormais le droit de glisser sur l'air du temps. On n'a presque plus rien à rechercher dans le ski classique, alors on a essayé autre chose. Pour trouver une certaine liberté dans le ski, pour pas faire à peu près comme tout le monde. Pour moi, c'est une vengeance contre la compétition que je faisais avant. On n'a pas les entraîneurs derrière qui nous diront tu fais comme ça, tu fais comme ci. On y va comme on le veut, comme on le pense. On est libre, vraiment enivrant. C'était une nouvelle génération qui inventait d'autres façons de glisser, de descendre, en disant hey, les gars, papa, maman, on va pas skier comme vous. Regardez. Donc ils inventent un ski dissident. En gros, ils faisaient un peu n'importe quoi par rapport à l'orthodoxie du ski. C'est le début de l'époque free, c'est-à-dire l'époque libre. Et là, ça a quand même ouvert des portes. Waouh, la glisse explose. Ah, on peut faire tout ça. Le ski quitte les sentiers balisés des pistes aménagées. Il s'aventure sur le terrain des alpinistes, attiré par les vertiges de la verticalité. C'est l'essor du hors-piste, un terrain nouveau. Les skis proposés sur le marché ne sont plus adaptés.
Les marques de ski, elles faisaient des skis qui étaient pour la compétition. Et quand on allait voir les marques de ski pour leur dire « Mais écoutez, pour faire le ski qu'on aimerait, il nous faut des autres outils, parce qu'ils vont pas bien, et c'est trop long, ça s'enfonce trop profondément dans la neige. Et là, il a fallu se battre. Mais quand je parle de se battre, je me suis physiquement écharpé avec des fabricants pour qu'ils changent leur façon de faire des skis. On a rapetissé les skis, on les a élargis, on a rendu la pratique beaucoup plus facile. En faisant évoluer les skis, Dominique Perret apporte la vitesse à la glisse. Mais surtout, il ouvre avec quelques autres pionniers une ère nouvelle, celle d'une glisse indissociable de l'image. À l'aube des années 2000, les images chocs tournées par Dominique Perret font le tour du monde. La presse lui décerne le prix du meilleur freerider du XXe siècle. Et des millions de jeunes se projettent dans les promesses d'ivresse de ces films où la prise de risque fait intimement partie du plaisir. On a vendu de la belle image, on a vendu de la poudreuse. Mais en fait, derrière ces images, il y avait du travail, il y a de la connaissance, il y a des professionnels. Superbe. Et ça se voyait pas. Donc l'image qu'on donnait, elle était un petit peu biaisée. Wow. Excellent. Wow. Ça oblige à une certaine responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des milliers ou des millions de pratiquants. Ils sont jeunes, ils sont en très bonne forme physique. Par contre, ils n'ont pas la connaissance de la montagne. Et on voit qu'il y a à peu près plus de 200 morts par année en avalanche et autres. Et là, je pense qu'il y a un énorme travail à faire de pouvoir donner à ces gens un accès, mais avec un apprentissage qui se fait intelligemment. En cette fin de XXe siècle, nos deux planches connaissent une nouvelle et dernière révolution. Elles prennent la forme d'une taille de guêpe qui permet de s'adonner à ce que l'on appelle maintenant le carving. Also das Carving kommt ja vom Snowboard. Also der Skisport hat dem Snowboardsport etwas abgeguckt. Wenn wir ehrlich sind, weil die haben eigentlich begonnen mit dem Carven, auf der Kante zu fahren und nicht mehr zu rutschen. Ist es sehr elegant und Style. Das war eine echte Revolution, weil es hat das Skifahren komplett verändert. Also von der Technik, vom Fahrgefühl, komplett. Ainsi taillés, les skis retrouvent un nouveau souffle. Tout le monde, champion ou débutant, y gagne son lot d'émotions fortes. Émile Allais, toujours fringant, sur le point de fêter ses 100 ans, les adopte avec enthousiasme. Mais combien de temps allons-nous encore pouvoir glisser? Ja, so mehr oder weniger. Also wir hatten zwar auch, ich kann mich auch erinnern, ich habe Fotos angeschaut von mir, als ich Skirennen gefahren bin, als Kind. Also es hat auch dann schneearme Winter gegeben. Aber es hat natürlich auch viele, viele sehr schneereiche Winter gegeben. Und ich denke einfach, dass die Tendenz sich verschoben hat, dass halt jetzt das früher eher abnormale jetzt eher normal ist. Il y a eu un changement qui est incroyable en ces 15 dernières années. Aujourd'hui, on a des changements de température importants. On peut avoir 1,50 m de neige le lendemain de la pluie. Donc, ça devient très compliqué d'aborder la montagne. Aujourd'hui, si j'avais le même âge, je ne pense pas que j'imaginerais d'avoir une carrière de skieur professionnel. Le réchauffement climatique fait forcément peser un risque sur le ski. Si le ski existe encore à moyenne altitude aujourd'hui, c'est principalement à cause de l'enneigement artificiel.
Si on n'avait pas cet enneigement artificiel, ce sont plus de la moitié des domaines skiables qui seraient directement menacés. Ce qui est sûr, c'est que les stations de ski vont être obligées d'évoluer et vont être obligées d'opérer une transition plus en phase avec nos façons de consommer, avec l'environnement. Mais je suis persuadé que même si on n'avait aucune station de ski, aucune remontée mécanique, on aurait quand même des skieurs. Ce que j'aime dans le ski, dans l'histoire du ski, c'est qu'il a toujours su se réinventer, en gardant l'essentiel. La glisse, la gravité, la vitesse et le jeu. Ensemble sur nos skis en planche sous le soleil. Glissons, glissons à travers les grands sapins.